Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous ceux et celles qui nous ont rejoints. Donc voilà, on a depuis l'estrade une dizaine de tables rondes tout au long de la journée. Voilà, tout simplement pour vous donner des conseils d'accompagnement pour créer une entreprise, reprendre une entreprise. Hein, c'est l'occasion de venir entendre les meilleurs, justement, répondre à toutes vos interrogations. Et parmi ces interrogations, la question c'est comment communiquer. Voilà, comment communiquer. Et quand on est une marque B2B, quelque part, comment mener une communication grand public. Voilà, c'est donc qui vise un consommateur ou un client final, hein, bien sûr, même si son marché cible est un marché professionnel. Parce qu'un consommateur, il change, il est de plus en plus exigeant sur tous les enjeux, évidemment, notamment les enjeux environnementaux, mais pas que, hein, bien sûr, enjeux de transparence, enjeux de durabilité, voilà. Et il faut, en effet, même si on n'est pas en connexion directe avec lui, pouvoir lui parler et dès lors se distinguer. Alors comment faire la communication grand public au service d'une marque B2B? Voici avec nous Gilles Galinier. Bonjour Gilles. Bonjour, bonjour à tous. Soyez le bienvenu, c'est le directeur de la communication d'Arkema. Vous irez le voir ensuite, hein, il y a un stand magnifique. Vous allez voir tous les produits d'Arkema. Je suis sûr que vous n'imaginez pas du tout ce que c'est. C'est une grande entreprise mondiale, française, 20 000 collaborateurs, hein, 4 milliards de chiffre d'affaires. Hein. C'est un industriel du monde de la chimie, des matériaux, technologie, à destination d'autres secteurs industriels, l'auto, le sport, la construction, voilà, la chimie qui sert toutes les autres industries. J'ai bien parlé, c'est bien ça Gilles? Non mais il a tout dit, donc bon, merci. Salut, à bientôt. Voilà. Grégoire Veil, bonjour. Bonjour. Grégoire Veil, qui est directeur général chez W. Conran Design, qui est une agence spécialisée sur les marques. Formidable agence que je connais très très bien, bien sûr. Voilà. Juste, j'ouvre une parenthèse. Tout l'environnement Jeux Olympiques, les logos, les couleurs violettes, mauves. C'est nous. La frige, c'est W aussi. Nous. Voilà. Si vous détestez la frige, c'est aussi de notre faute. Voilà, pardon. Mais non, tout le monde a adopté la frige. Hein. On la détestait peut-être au début, mais on l'adore maintenant, grâce à W. Bon. Je le disais, le rôle de la communication B2B dans la perception du grand public. Tiens, justement, Grégoire, prenez la parole. Pourquoi une marque B2B devrait s'intéresser à sa perception par le grand public, quelque part? Ça devrait être bien séparé? Eh ben non. En fait, je pense qu'il y a plein de sujets qui sont liés à ça. Et en fait, on a tendance parfois à opposer communication B2B et communication B2C. Mais moi, j'ai envie de te retourner la question assez simplement. Et en fait, en se disant... Toi, quand tu es exposé à une communication qui est rationnelle ou à une communication qui est émotionnelle, laquelle, à ton avis, touche le plus? Pardon pour cette question rhétorique. L'émotionnel. C'est l'émotionnel. Et donc, en fait, on le voit bien, peu importe les domaines dans lesquels on opère, la réalité d'une marque, c'est que on a besoin de développer des imaginaires, on a besoin de développer des récits, on a besoin en fait, de pouvoir parler à beaucoup de ces parties prenantes. Et on voit bien que cette dimension émotionnelle, quelque chose qui prend un peu aux tripes, en fait, ça parle. Ça veut dire qu'une boîte B2B, ça n'existe pas forcément? Une boîte B2B, ça existe, mais toi et moi, qu'on soit des salariés dans une entreprise B2B, on est aussi des consommateurs. Le soir, on regarde Netflix et donc on est habitué, on a la rétine qui est habituée à des codes de communication qui sont très, très, très consumer. Oui, il y a le consommateur, le client, et puis aussi l'interne aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Parce qu'une boîte, ça fait travailler des garçons, des filles qui ont envie aussi de s'engager, hein, aussi d'être portés quelque part par la boîte. Et c'est à eux qu'il faut parler aussi. Et je pense que depuis le Covid, ça n'a jamais été aussi vrai. Enfin, je pense que là, j'enfonce aussi des portes ouvertes, mais tout ce qui est l'affectio societatis, hein, qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'on fait groupe? La réalité, c'est qu'on a besoin, à l'intérieur des entreprises, d'avoir des imaginaires et une dimension créative suffisamment forte pour qu'on ait envie en fait, d'y croire. On dit souvent, on ne se lève pas le matin pour un point d'EBITDA en plus. En revanche, on peut se lever le matin pour une raison d'être ou pour ce que fait ma boîte. Ouais. Gilles Galinier, comment une entreprise B2B, comme une entreprise de chimie, justement, peut façonner sa réputation quelque part auprès du grand public, même, je le répète, si son marché cible est un marché pro, parce qu'évidemment, on n'achète pas le week-end des produits chimiques quand on fait ses courses, spontanément, hein, voilà. En fait, la réponse est un peu dans la question. En fait, Arkema, on est industriel et on est chimiste. Et dans un pays comme la France, c'est pas forcément tout de suite bien perçu, bien compris. Et donc, d'où ce besoin d'énormément communiquer, d'avoir une communication bien évidemment ciblée vers nos clients, puisqu'on est une entreprise de B2B,
mais plus que jamais, il y a porosité, comme le disait Grégoire, entre tous les publics. Et les publics qui sont nos clients, il y a aussi les riverains de nos établissements, il y a aussi les gens qu'on cherche à recruter, les jeunes talents, etc. Et donc, on a petit à petit essayé, puis on a été aidé par des agences, à avoir une communication la plus pédagogique qui soit. Tu parlais tout à l'heure d'Arkema qui est juste derrière, il y a un tout petit stand. Si vous avez le temps, vous y passerez, vous découvrirez des ressources insoupçonnées, à mon avis, pour vous, là où on trouve les matériaux d'Arkema. Et Arkema développe, depuis qu'on existe, on est une société, on n'est pas comme les startups qui sont ici, mais on est quand même une société assez jeune. On est issu de Total en 2006, on a pris notre indépendance et on a positionné le business model de l'entreprise année après année sur des matériaux et sur des technologies de pointe. Parce qu'on sait et on apporte la preuve et la solution produit à tout un tas de secteurs que tu as cités tout à l'heure. Et c'est important que cette pédagogie-là soit faite à tous les publics. Nos clients, bien évidemment, qui ont besoin de technologie, de technicité, les jeunes, le grand public, nos parties prenantes autour de nos sites. Gilles, il y a une question de visibilité, il y a une question de notoriété, une question peut-être même d'acceptabilité, parce que, bon, qu'on le veuille ou non, la chimie, il y a peut-être eu une mauvaise image à une époque, les cheminées qui fument, les usines qui fument, peut-être quelques accidents ça et là. Enfin, je ne parle pas d'Arkema, évidemment, mais l'acceptabilité, c'est important, justement, voilà. Oui, l'acceptabilité est importante, et surtout, il faut que le public comprenne à quoi on sert. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui sort de cette usine, qu'est-ce qui est fabriqué dans ces usines, qu'est-ce qui circule comme produit dans les camions qui sortent de nos sites. On ne va pas se cacher, on fabrique des produits dangereux, mais on les fabrique avec des process établis, surveillés, réglementés, etc. Mais derrière, les matières premières ou les matériaux que l'on vend aux autres secteurs sont utiles. Vous avez tous des téléphones portables, vous avez tous, vous rêvez peut-être un jour d'avoir des véhicules électriques, des maisons à basse consommation, faire du sport avec des vêtements textiles hyper respirants, des chaussures qui vous rendent de l'énergie, etc. Tout ça, derrière, il y a de la chimie. Il n'y a pas de batterie, si on prend cet exemple-là, puisqu'il y a énormément d'enjeux autour de la mobilité ou de la mobilité douce. Il n'y a pas de batterie aujourd'hui sans les chimistes. Arkema, comme les autres, mais on ne peut pas rêver mobilité sans parler de chimie. Comment alors on démontre quelque part l'impact indirect sur le consommateur final? Comment est-ce qu'une entreprise chimique peut valoriser son rôle donc auprès d'un grand public? C'est quoi? Quelques actions concrètes que vous avez menées? Il y a deux choses. Il y a ce que j'appelle la preuve produit. C'est bien que je vous dise des choses là, mais il faut que d'abord, vous pouvez me croire, mais surtout, il faut que vous touchiez les choses, il faut que vous les découvriez par vous-même. Et donc, notre communication, et c'est là où on a pris des angles et peut-être des codes un peu plus de la com B2C, une communication un peu plus originale, une communication par la preuve, et on utilise soit les réseaux sociaux, soit l'ensemble de la palette des outils de communication pour amener cette pédagogie-là. Et après, on a rajouté au fil de nos années une volonté aussi d'aller toucher le public, par exemple par le sponsoring. Arkema n'est pas une boîte, une entreprise ou une marque encore très très connue, et il nous a semblé petit à petit que l'image du sport, ou en tout cas véhiculer un certain nombre de choses via le sport, pouvait aider à nous faire connaître ou à questionner sur Arkema. On a commencé par la voile, parce que la voile utilisait des matériaux que l'on fabrique, et puis après on a voulu aller sur un sport, un engagement plus sur la diversité, la féminisation, et jouer ce pendant entre le besoin de féminiser l'industrie, de féminiser la chimie bien évidemment, mais aussi d'être plus présent dans le sport féminin. Et nous, on a choisi en 2019 le foot féminin, et on accompagne le développement en France et hors de France d'ailleurs du football féminin. Et là aussi, ça nous met sur ce registre-là. Qui est cette entreprise? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça à ce moment-là? Et ensuite, on peut expliquer cette volonté que l'on a de féminiser, par exemple, nos effectifs. Il y a le foot féminin, il y a des actions aussi avec Sport dans la ville aussi, très intéressantes aussi. Il y a quoi derrière? C'est un impact business ou pas que, Gilles? Alors non, le sponsoring, c'est clair, on ne le fait pas pour augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. Puisque le chiffre d'affaires, il est rarement fait en direct avec les clients, à part sur certaines marques que l'on a qui sont dans le grand public, les adhésifs Bostik ou Sader, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça c'est aussi chez Arkema. Mais toutes ces actions-là, on les fait pour faire connaître l'entreprise, la rendre plus attractive, et on est très proche, mais on en parlera peut-être tout à l'heure ensemble, de la marque employeur, aussi du travail qu'on fait. Plus on parle de nous, plus on nous voit sur un certain nombre de sujets, plus des gens jeunes, talents, peuvent s'intéresser à Arkema
et peuvent essayer de postuler ou en tout cas d'avoir envie de nous découvrir. D'où notre présence sur pas mal d'événements grand public, d'où notre présence Comme ici, au Big. On a accompagné BPI dans pas mal de Tours de France des plages il y a quelques années parce que c'est important que le grand public côtoie et rencontre nos matériaux et nos innovations. Je pose une question. Qui connaissait Arkema jusqu'à ce matin? Quand même, c'est bien. Donc une petite minorité, en effet. Quand même. Voilà. Je vois pas bien tous les bras qui se lèvent, mais... Autre question, est-ce que globalement, vous avez une mauvaise image de la chimie, en tout cas une image négative que peut véhiculer la chimie? Qu'est-ce qui a... Oui, non? Ah non, spontanément, non. Bah, c'est bien, voilà. Déjà, il y a une partie de la communication qui a fait Flores. Justement, tiens, Grégoire et Gilles, la marque employeur, en quoi ça peut justement contribuer à la marque employeur de communiquer au-delà de la communication B2B? Grégoire Veil, W Conrad Design. C'est ce qu'on appelle un effet miroir, c'est-à-dire quand on parle de mon entreprise à l'extérieur, tout d'un coup, il y a un effet aussi de fierté. J'existe à l'extérieur. Mais c'est le phénomène très simple du dîner en ville. Quand vous dites chez qui vous bossez, quoi. Est-ce que les gens connaissent la marque? Est-ce qu'ils ne la connaissent pas? Donc il y a des éléments de valorisation comme ça, sociaux, assez naturels, en se disant, voilà, quand ma marque existe à l'extérieur, ça me permet en fait de me dire, en fait, voilà, je travaille pour quelqu'un qui existe. Et accessoirement, j'en suis fier. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est quand on regarde les études, les chiffres sont assez cinglants. C'est pour 4 Français sur 5, si 80% des marques disparaissaient demain, ça ne serait pas grave. Donc on a globalement une immense majorité des gens qui pensent que les marques ne servent à rien. Donc on est dans un combat un peu à la mort, en réalité, pour arriver à dire je dois exister et je dois quand même imprimer la pellicule d'une façon à ce que les gens se disent en fait, ouais, ces gens-là, ils sont acceptables et je suis prêt à écouter ce qu'ils me racontent. Et puis c'est le comment je le fais. Comment je le fais à un moment où globalement... Moi, c'est très drôle, j'enseigne à Sciences Po. Tous mes élèves à Sciences Po ne me parlent que de choses qu'ils ont vues sur TikTok. Et globalement, TikTok, on est sur du format court, des algorithmes qui ressemblent à du crack, et sur un fond de message qui est quand même extrêmement basique. Donc, comment est-ce que je cherche des moyens, des narratifs et des modes pour émerger et en fait imprimer? Donc, quand on regarde ça, quand on se rend compte qu'on se bat pour embaucher des jeunes diplômés, tout ça revêt un caractère de survie pour plein de boîtes, et Arkema notamment. Et c'est intéressant ce que tu dis, Grégoire, justement, sur le fait que si des marques disparaissaient, les Français ne pleureraient pas plus que ça spontanément. Pardon, mais les marques, elles sont porteuses de valeurs, et on sait comment les grandes marques françaises, justement, s'engagent sur certaines causes. Causes de parité, de diversité, et également de respect des minorités, le handicap, etc. Enfin voilà, et ces marques, elles sont porteuses quelque part de toute la transformation de la société. Moi, j'en parlais la semaine dernière encore avec le directeur général de l'Union des marques, que tu connais très, très bien, Jean-Luc Chétrit, bien entendu. Et ça serait dommage que des marques disparaissent, franchement. Mais c'est sûr. Mais ce qui est très drôle, c'est que là, la séquence crise-inflation dont on sort là depuis 4 ans, la marque préférée des Français aujourd'hui, c'est Action. Action, il y a 3 ans, c'était la 3e. L'année dernière, c'était la 2e. Cette année, c'est la 1re. Donc, en fait, aujourd'hui, ces marques préférées des Français sont celles qui arrivent en fait à conjuguer un truc assez simple qui est de l'utilité. Donc, je sais pourquoi je vais les voir, il y a de l'utilité. Et du pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat. Ah, oui. Et quand j'arrive quand même à y associer des dimensions quand même un peu de fun et un peu d'attractivité. C'est ce qu'a réussi une marque comme Action. Alors, là-dedans, quand je suis Arkema, quand je suis sur un marché qui est quand même un marché qui peut être un peu décrié, là on a plein de gens polis qui nous disent qu'en fait ils ont une bonne image de la chimie, c'est bien. Mais l'immense majorité des Français, c'est pas forcément le cas. En fait, la marque sert de quoi? En fait, c'est un matelas. Oui. C'est un matelas qui permet d'anticiper des crises. C'est un matelas qui permet d'avoir suffisamment raconté des choses positives, construit et sédimenté pour qu'en fait, quand des choses arrivent, et malheureusement ça arrive, Gilles le disait, le risque zéro n'arrive pas, cet investissement qu'on a mis dans la marque, cette appétence qu'on peut avoir pour la marque, en fait, elle sert à ce moment-là. La marque employeur, par exemple, sponsoriser le foot féminin, sponsoriser sport dans la ville, ça a permis d'attirer justement chez ce géant de la chimie mondiale qu'est Arkema. D'être présent dans le sport féminin, alors la corrélation immédiate en termes de chiffres n'est pas si évidente que ça, mais on s'est aperçu au fil des années qu'on reçoit plus de candidatures féminines qu'avant d'être partenaire d'un sport féminin.
Après, voilà, il n'y a pas d'études plus poussées que ça, mais on a quand même vu ce sentiment-là. Pour revenir à la marque employeur, ce qui était aussi important de dire, ce qui est important de dire, mais un peu comme pour le sport féminin, c'est que l'industrie et la chimie a besoin de chimistes, mais pas que. On recrute dans tous les métiers, a besoin d'ingénieurs, mais pas que des hommes. Donc il y a de la place pour les femmes sur des métiers techniques et technologiques. Et toutes les actions qu'on mène et tout ce qu'on essaye de raconter, c'est aussi pour ça. Et la campagne qu'on a fait avec eux l'an dernier, enfin au début Justement, d'année, comment vous travaillez l'un et l'autre, qu'on comprenne bien comment est-ce qu'un gros industriel comme Arkema va travailler avec une grande agence de communication comme W. Conrad Design. il y a deux mots-clés là-dessus. Vous parlez de quoi? D'abord, il faut de la cohérence. Il faut de la cohérence dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est. Et je pense que Arkema a, parmi ses grandes qualités, une cohérence stratégique depuis qu'on existe. On sait où on va, on connaît la trajectoire. Et c'est cette trajectoire business, cette trajectoire sustainability, une fois qu'elle est bien ancrée, qu'elle est bien connue et qu'elle se déploie dans le groupe, et qu'on travaille avec des agences qui nous accompagnent depuis longtemps. On a fait pas mal de choses avec eux, de la création d'Arkema jusqu'au redesign du logo, jusqu'à la redéfinition, pas de notre raison d'être, en tout cas de notre positionnement. Quand ils nous connaissent bien, et que nous, on les briefe pas trop mal, on arrive à avoir des campagnes comme celle qu'on a réalisée cette année. On invente des matériaux, je vous l'ai dit au début. Et si on veut inventer les bonnes solutions, les solutions qui feront la différence, ben on a besoin d'avoir les gens qui viennent avec nous, qui vont incarner cette différence. Et notre campagne marque employeur, c'était ça. C'était, si vous avez la bonne formule, rejoignez-nous, puis avec le petit gimmick sur formule chimique, et j'ai envie de dire formule mentale, psychique et psychologique. Et on a basé notre campagne sur les soft skills. J'allais dire tout autant que les diplômes ou que les expériences. On veut des gens qui comprennent notre mindset, qui ont envie de faire un bout de chemin avec nous pour aller inventer ces matériaux qui apportent ces solutions durables à tous les secteurs dont on a parlé tout à l'heure. Et donc c'était la bonne formule pour inventer les matériaux de demain, mais rejoignez-nous. Le What Are You Made Of de cette campagne, on l'a axé sur des salariés de la boîte qu'on a pris en photo et qu'on a décliné. Et juste, je terminerai là-dessus, il y avait 3 objectifs. Bien évidemment, un objectif de recrutement, très inclusif, toute formation, tout type d'état d'esprit. Il y avait une volonté aussi d'avoir un impact en interne. Et on a déployé avec des mini-sites cette campagne en interne. Et chaque salarié a pu, vous regarderez sur les réseaux, créer son propre profil sur le modèle des campagnes de pub qu'on avait fait. Et puis, c'était aussi une volonté de continuer à être présent d'un point de vue institutionnel et de raconter la marque. Parce que je rebondis et j'adhère complètement à ce qu'a dit Grégoire sur la marque, c'est souvent un amortisseur. Ça sert de vecteur pédagogique, ça donne la trajectoire, mais c'est aussi un amortisseur. Et donc, c'était important, à travers cette campagne, d'exister, de dire qu'on était là avec nos matériaux, mais que pour inventer ces matériaux demain qui feront un monde un peu plus durable, on avait besoin de ces talents nouveaux et très divers dans leur approche et dans leur formation. Et Grégoire, le directeur général de cette agence qui est W. Conrad Design que tu es, comment on démarre quand on a la page blanche comme ça et on a un gros client comme Arkema? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on va y arriver. Toujours. On se dit qu'on a la chance d'avoir quand même un client qui est très aligné avec lui-même depuis le sommet de l'entreprise, c'est-à-dire Thierry Le Hénaff, qui est le PDG d'Arkema aujourd'hui, avait une vision très claire de la façon dont la boîte a besoin de shifter en termes de gens. Donc à partir de ce moment-là, avoir un brief et se dire comment est-ce qu'on jugera le succès? C'est facile parce que voilà, on a un cahier des charges qui est clair. Et après, on met tout ça dans un shaker. Mais on dit souvent. Mais comment on adapte le storytelling justement? Voilà. En fait, la création, c'est une science inexacte. Et donc la réalité, c'est que c'est pas comme quand on construit des murs. Donc on travaille avec des talents créatifs qui sentent une marque, qui se disent c'est quoi le chemin qu'on a envie de leur faire faire, c'est quoi l'histoire qu'on a envie de raconter, c'est quoi les technos qu'on va mettre là-dedans. Alors évidemment, nous on a travaillé avec de l'IA parce que c'est dur de sortir des campagnes sans IA aujourd'hui. Pardon, l'IA elle intervient à quel endroit par exemple? C'était en fait cette campagne. Un peu à notre surprise, a été celle qui a été la plus partagée en termes de campagne de marque employeur depuis plus d'une dizaine d'années. Tout ce qu'on a fabriqué à l'agence. Et pour une raison très simple, c'est qu'on a imaginé un moteur d'IA, Gilles le disait, extrêmement simple, qui permettait aux gens de rentrer leur pourcentage et d'aspirer leurs données sur LinkedIn et de se créer
se générer soi-même son image comme si j'étais dans la campagne. Et c'est un peu gimmick quand on l'imagine, et en réalité, ça marche du tonnerre. Ça a été fait des milliers et des milliers et des milliers de fois. Et à quoi on voit qu'une campagne B2B, finalement, a infusé auprès du B2C? C'est quoi les facteurs de réussite? Moi, je dirais que c'est quand même la façon. Il y a deux trucs. Je pense, on peut le regarder en plein, on peut le regarder en creux. Si on le regarde en plein, c'est que le nombre de fois que c'est partagé sur des réseaux comme LinkedIn, qui viennent quand même du professionnel et qui vont passer ensuite dans du perso, là on le voit. Et puis en creux, c'est quand il commence à y avoir des mèmes et quand des gens commencent à se moquer de nous. Et là en général c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on a fait le trou. Et après, nous, on l'a suivi effectivement sur LinkedIn avec les partages qui ont été faits par les salariés eux-mêmes. On a vu après, puisqu'il y avait une campagne aussi média pour nous faire connaître sur ce prisme-là, des pics de connexion sur notre rubrique carrière sur notre site internet. Donc voilà, c'est des éléments de ROI qui sont importants à noter. Un point juste que je rajoute là-dessus par rapport à ce que vient de dire Grégoire, ne croyez pas que c'est facile parce qu'on a eu pas mal d'échanges. Les premiers retours qu'on a eus ne nous allaient pas et on leur a demandé d'être un peu plus dans l'étonnant. Et c'est après plusieurs challenges qu'on est arrivé à ce positionnement un peu plus décalé, un peu plus sur les soft skills que ce qu'on avait peut-être prévu au début, même nous. Donc c'est ça aussi la force de ce travail collectif, c'est d'arriver de temps en temps avec les bons partenaires, avec, comme il l'a dit, des patrons qui sont aussi capables d'écouter et de faire un petit pas de travers. C'est là où on peut devenir un peu plus surprenant, se faire remarquer, parce que ce qui est important dans nos métiers et dans l'industrie, c'est de sortir un petit peu du lot pour que la lumière soit placée sur nous. Et on a eu un peu la même chose avec le foot féminin. Personne n'attendait un industriel de la chimie qui avait fait un peu de voix à l'avant allait devenir le premier Neymar d'un championnat qui n'avait jamais eu de Neymar. Et donc là, l'effet de surprise, on a eu beaucoup de questions. Mais pourquoi? Alors là, on peut expliquer. Mais surtout après, c'est là où c'est aussi intéressant pour nous. Mais qui êtes-vous? Donc pourquoi qui êtes-vous? Ça nous permet d'enclencher, de faire de la pédagogie, d'exister, d'occuper le terrain, etc. Je vais vous donner la parole dans un instant. Profitez-en, vous avez un grand directeur de la communication, vous avez un grand patron d'agence spécialisé dans les marques. Donc profitez-en. Juste, encore un mot, on parlait de l'IA. Comment on utilise les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'IA, on parlait de TikTok tout à l'heure, comment les canaux numériques peuvent être vraiment valorisés, utilisés encore plus, toujours dans cet esprit de communication grand public au service d'une marque B2B. Gilles Galignet, Grégoire Veil. L'IA, c'est sûr que même d'un point de vue global et industriel en R&D, la gestion des données, c'est en train de changer l'ensemble de nos métiers. Alors les métiers de la com, bien évidemment, parce que rédiger des prompts, avoir une capacité à créer des contenus, à créer des images et des vidéos à partir de l'IA, oui, c'est des choses qui vont nous perturber dans nos métiers et dans nos façons de travailler. Mais au-delà de ça, l'IA, c'est aussi dans l'industrie, c'est aussi être en capacité de générer beaucoup plus de données en termes de R&D, d'analyser beaucoup plus de réglementation et donc d'être plus performant. Et à la limite, j'ai envie de dire, de passer plus de temps sur des tâches stratégiques et peut-être un peu moins de temps sur des tâches qui seront gérées par de l'IA immédiatement. Mais dans la connaissance qu'on peut avoir de nos produits, dans la formulation de nos produits, l'IA va changer beaucoup de choses dans nos métiers. Et pour des agences de com, bien évidemment. Grégoire, on se connaît depuis quelques années, évidemment, il n'est pas question de te vieillir un seul instant, mais comment ton métier, il a changé, il a évolué quelque part? C'est plus le même métier que tu pratiquais autrefois. Non, mais nous c'est une douce révolution, hein, mais voire même une révolution violente. Parce qu'évidemment, ça impacte autant la conception que la production. Et puis à la vitesse de l'IA, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe en 6 mois dans le vrai monde, c'est 3 jours hein, dans cet écosystème d'innovation. Donc ça change totalement la façon dont on travaille, dans la façon dont on s'organise. Et l'image qu'on utilise souvent, c'est je roule à 160 sur l'autoroute et je suis en train de changer des pièces du moteur. Hein. Donc la transformation du modèle d'agence est là. Maintenant, pour revenir à ta question sur comment est-ce que par rapport aux réseaux sociaux et comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux dans ces problématiques-là, je pense que je pourrais tenir 1 heure là-dessus, mais il y aurait juste une idée que je voudrais partager, c'est que aujourd'hui, les marques se retrouvent dans un moment d'injonction paradoxale où on leur demande d'être plus responsables, j'ai envie de dire plus
plus rassembleuse, plus lisse, avec en même temps ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de plus en plus poussée en termes de création. Parce que aujourd'hui, on a les moyens de produire des choses avec une facilité dingue. Donc, essentiellement, il y a un gouffre qui se crée entre une culture digitale, une culture Internet, une culture sociale, poussée par les créateurs et la créateur économie, et ce qu'on demande aux marques. Et donc, il y a un truc qui est très compliqué de se dire comment est-ce que, quand je suis une marque, j'arrive quand même à m'immiscer dans cette culture sociale, cette culture digitale, pour rester dans le coup, sans pour autant me retrouver en porte-à-faux avec mes parties prenantes. Et ça, c'est le débat auquel fait face tous les patrons du marketing aujourd'hui. Et je pense qu'un élément de résolution peut-être aujourd'hui, c'est que les grandes marques doivent développer une culture du social, une culture de la création digitale, au sens de qu'est-ce qui est véhiculé par le social, pour toujours avoir le doigt sur le pouls de ce qui se passe et quelles sont les opportunités dans lesquelles je peux me mettre sans me dévoyer, sans paraître ridicule, sans singer, mais voilà, tout en restant dans mon époque. Et ça, c'est fascinant et c'est extrêmement, extrêmement difficile. L'époque est géniale. Vos questions, vos remarques. Allez, monsieur. Allez-y. Bonjour, alors j'ai une question de communication grand public. Je reviens de votre stand où vous parlez des matériaux innovants pour un monde durable. Je suis très curieux de savoir comment vous allez me faire croire que des poudres absorbantes ajoutées à des couches jetables fabriquent un monde durable, sachant que ces couches partent à l'incinérateur et que ajouter des choses dans les couches ne facilite pas d'autres solutions comme le compostage. On a cette solution dans les crèches municipales à Paris qui est étudiée par exemple. Donc voilà, je suis très curieux de savoir comment vous allez me dire que ce matériau est durable. Vous allez peut-être être étonné par la réponse de Gilles. Gilles, non, moi je ne cherche pas à étonner. J'ai combien de temps? Non, en fait, 30 secondes, parce que je voudrais vous donner encore la parole ici. Hein. Effectivement, ce que vous dites sur les couches, si vous ne mettez pas les matériaux dont on parle et qui sont fabriqués à partir des nôtres, les couches n'absorbent rien du tout. Voilà. Après, vous pouvez décider, vous, en votre âme et conscience, de ne pas utiliser des couches jetables et de laver les couches de vos enfants, de vos parents ou de vos grands-parents quand vous voulez. Bien évidemment, mais l'ensemble des panoplies de matériaux ou de solutions qu'on propose, celles-là comme d'autres, permettent d'avoir un monde différent, et moi je dis plus durable, parce qu'avec plus de confort, parce qu'avec plus de santé, etc. Après, les questions de tri, les questions de recyclage, les questions de filière sont effectivement des questions qu'il faut adresser. Mais après, votre mode de vie, c'est vous qui le choisissez. Convaincu ou pas? Pas forcément. Bon, allez, on ne prolonge pas le débat ici, peut-être tout à l'heure en dehors du studio. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie. Bonjour, je suis en train d'essayer de créer une marque d'accessoires de voyage qui pourrait, à mon sens, avoir intéressé en B2C. Et je me posais aussi la question d'adresser le B2B. Est-ce qu'il y a quels sont les moyens de soit taper les deux, soit justement de différencier comme il le faut pour que ce soit le plus opportun? Grégoire Veil, W Conrail Design. Sans connaître le détail de votre produit, je vais répondre des platitudes, mais à la limite, c'est pas très grave. Je pense que on peut le dire ou pas, non, ou c'est secret? Alors, ce serait pour une marque d'accessoires de voyage et notamment un coussin de voyage. D'accord. Je pense qu'à partir du moment, là c'est le designer qui parle, à partir du moment où vous avez designé un bon produit, en réalité on s'en fout. Parce qu'en fait, il va parler assez naturellement. Maintenant, ce qui va changer entre la façon de le vendre en B2C ou en B2B, c'est qu'en B2B, ça va être sur peut-être des réseaux de distribution particuliers, ça va être dans un univers hospitalité, travel, voyage, etc. Voilà, la différence, c'est que votre produit, pour qu'il parle à des acheteurs, parce que vous allez parler à des acheteurs dans ces univers-là, il faut qu'il ait de la puissance en termes et de la cohérence en termes de produit. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche, il faut que ça donne envie, il faut que ça soit bien. Il faut que ce soit une marque, il faut que ce soit sexy. Globalement, il faut que ça donne envie. Et après, la réalité d'un acheteur B2B, c'est qu'il va raisonner avec un filtre rationnel de plus. Mais le plus vous aurez investi dans ce qui fait la marque, ce qui fait son attractivité, ce qui fait son sens, le plus ça va être facile de distribuer en B2B. Encore une petite question ou pas? Il nous reste 30 secondes. Sinon, on se dit au revoir. C'est quoi maintenant le prochain terrain de jeu que vous allez investir, vous, pour communiquer, Gilles Galinier, au nom d'Arkema? Des terrains de jeu, il y en a beaucoup. On va fêter nos 20 ans en 2026.
Pour une entreprise, comme je disais tout à l'heure, qui est jeune, c'est important de célébrer en interne, de célébrer avec nos clients, nos parties prenantes. C'est important chaque année de trouver des événements pour faire vivre un peu la marque. Il y a les événements, j'allais dire, qui sont liés au business, c'est-à-dire qu'on se développe, on investit, on a des investissements en France et dans beaucoup d'autres pays. On développe des nouveaux produits, donc la communication est liée, encore une fois, à nos preuves produits. Et puis, il y a des événements que l'on crée pour continuer à expliquer, à faire vivre l'entreprise auprès de nos internes et auprès de nos publics externes. Merci beaucoup. On applaudit Gilles Galinier, directeur de la communication d'Arkema, Grégoire Weil, directeur général de W Conrail Design. Merci à vous. D'autres conférences à suivre dans un instant. À tout de suite.